TVT au cœur de l'information. Le Togo est aujourd'hui le pays le plus scolarisé dans l'espace UEMOA. Les données sont claires là-dessus. Le pays a opéré des réformes audacieuses afin de rendre accessible l'éducation à tous les niveaux. En début de journal, nous allons vous présenter le taux de scolarisation qui est en hausse. Vous êtes fille, élève ou étudiante, vous avez certainement des femmes modèles de réussite qui vous inspirent. Elles sont dans divers domaines d'activité. Ce soir, la télévision togolaise a décidé de vous faire découvrir quelques-unes qui marquent de par leur talent. Et les pompiers grecs continuent de lutter contre les incendies, de violents feux de forêt qui agacent la population. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. De plus en plus de parents envoient leurs enfants à l'école. De 82%, le taux de scolarisation au Togo est passé à près de 95% ces 10 dernières années. Une hausse attribuée aux différentes réformes opérées dans le système éducatif. Désormais, parmi les pays les plus scolarisés de la sous-région, le Togo se doit de redoubler d'efforts pour que le maximum d'enfants puissent avoir accès à une éducation de qualité. Dodo Hari. Gratuité des frais de scolarité aux préscolaires et aux primaires, assurance maladie, cantine scolaire, exemption des frais d'inscription aux examens. Plus de raisons pour qu'un seul enfant soit à l'écart de son environnement éducatif, l'école. Ces projets et programmes scolaires ont conduit le Togo à un taux de scolarisation de près de 95%. Premier pays le plus scolarisé de l'espace UEMOA, le Togo est à un taux d'achèvement scolaire de 89% aux primaires, 51% au collège, 37,2% aux préscolaires et 94,3% aux primaires. Le taux de scolarisation des jeunes filles a également connu une hausse considérable. Si nous prenons les 10 dernières années, disons à partir de 2011 jusqu'à 2021, on avait 892 jardins d'enfants. À ce jour, nous avons 3763 jardins d'enfants. Donc, vous voyez que ça a doublé, triplé, quadruplé même. Au niveau des effectifs des enfants également, il y a eu des enfants avancés. En 2011, on avait 55 020 enfants dans tous les jardins. Mais à ce jour, nous avons 207 503 enfants. Accès de tous à une éducation équitable, inclusive et de qualité, le Togo est tout près du but. Le budget consacré à l'éducation est passé de 25 milliards de francs CFA en 2005 à 195,5 milliards de francs CFA en 2021. Plus de 5 000 salles de classe construites et réhabilitées, plusieurs établissements scolaires dotés de laboratoires modernes, de bibliothèques, des équipements informatiques et de systèmes d'alimentation en eau potable et assainissement. De nouvelles écoles normales d'instituteurs ont vu le jour, ainsi que des IFAD, Instituts de formation en alternance pour le développement. 22 400 enseignants sont entrés dans le système, des enseignants volontaires recrutés. Le Togo ne compte pas en rester là. Récemment, au sommet de Londres sur le financement de l'éducation, le chef de l'État n'a pas caché ses ambitions pour l'éducation de la petite enfance. Comme quoi, les premiers pas à l'école déterminent l'avenir de l'enfant. Nous devons faire beaucoup plus, nous devons faire beaucoup mieux pour l'éducation préscolaire, parce que tout se décide là. Et il y a quelque chose de désespérant à se dire que les 3 premières années de votre vie, si vous n'avez pas les fondements qu'il faut, s'il n'y a pas les investissements qu'il faut, ça va déterminer le reste de votre vie. Et de notre côté, nous disons que aujourd'hui, si nous faisons plus pour l'éducation à l'enfance ou l'éducation préscolaire,
nous réduisons le taux d'échec, nous réduisons le taux de redoublement et naturellement, nous réduisons le taux d'abandon. Et donc, une jeunesse mieux éduquée, une jeunesse plus éduquée, c'est un pays qui certainement sera plus prospère. Mobiliser et investir plus de ressources dans l'éducation, particulièrement dans le préscolaire, un défi plus que jamais d'actualité. Le Togo est déjà sur la bonne voie, reste plus que l'engagement de tous les acteurs pour accompagner cette dynamique du gouvernement. Le 31 juillet dernier, les femmes africaines étaient à l'honneur. Chaque jour, des femmes continuent de se révéler de par leurs talents et engagements. Elles marquent d'ailleurs la jeunesse à travers leur charisme et leurs œuvres. Elia Agbanyandawa a découvert pour nous ces quelques femmes qui inspirent la jeune génération. Un reportage présenté par Dodo Waré. L'image est encore dans les esprits. Julienne Kondi a fait forte sensation le 27 avril dernier. La parachutiste, dans sa splendeur, suscite des vocations pour la carrière militaire. Ce jour-là, je me rappelais encore comme si c'était hier. Je voyais quelqu'un qui est en train de descendre. Ce sont les parachutistes. Et puis l'atterrissage était complètement maîtrisé. J'ai dit, c'est vraiment fantastique. Et que c'est une femme qui a fait ça. Du monde rural à l'entrepreneuriat, le pas est vite franchi. Notre attraction dans la rubrique La Voici, Candide Bamaison Leguédé. Elle s'impose depuis quelques années sur le terrain de la promotion de l'entrepreneuriat émergent et compétitif des femmes. C'est une femme qui m'a beaucoup inspirée de par sa résilience, comment est-ce qu'elle avance. À chaque fois quand elle a des obstacles, elle continue et elle ne s'arrête pas. Et je trouve que c'est vraiment un modèle d'inspiration pour nous, les jeunes. L'entrepreneuriat fortement inspiré ces derniers 10 ans par un concept, le développement à la base. Un concept porté par le chef de l'État, Faure Eswazimna Singbe, et concrétisé sur le terrain par Victoire Toméga Dogbe, aujourd'hui Premier ministre. Une véritable artisane constamment sur le terrain. Une femme d'entreprise actuellement à la tête du gouvernement. Cette femme, c'est une force de la nature. Tu la vois, elle a des convictions, elle fait les choix qu'il faut pour que le travail puisse avancer. Elle n'hésite pas à mettre la main dans le cambouis parce que oui, elle descend sur le terrain quand besoin est. Elle aussi a marqué les générations, cette professeure de littérature, Madame Rita Amenda. Engagée sur les questions de société, des faits qui inspirent d'ailleurs la plume et les prises de position d'une dame tonitruante d'énergie. Je l'ai connue dans les premières années de ma carrière professionnelle. C'est une grande dame qui fait preuve d'un leadership exceptionnel. En ce sens que elle est d'une curiosité intellectuelle rare. Look, posture et avec son sourire, elle de son côté crève l'écran. Elle, c'est Anita Tigaku, un modèle pour beaucoup d'étudiantes en journalisme. C'est une présentatrice télé qui m'inspire beaucoup de par son éloquence, son élégance, son style vestimentaire, sa manière de présenter le journal. Et chaque mot qu'elle répète, elle a un sourire qui va avec, qui m'inspire beaucoup. Des médias, nous voici au showbiz. Depuis quelques années, elle tient la scène. Avec Almok, ça déchire. J'aime bien ses chansons, surtout à ses débuts. À ses débuts, Almok chantait des chansons vraiment énigmatiques. C'est des chansons qui parlent vraiment des faits réels. Par exemple, si tu prends sa chanson « Le mariage », c'est des choses que nous vivons. C'est tout un conseil en fait, que la dame est en train de donner. Quand elle est sur scène, elle arrive à capter l'attention du public. Juste un petit kaléidoscope, elles sont nombreuses aujourd'hui qui inspirent une fierté. Des femmes encore, celles-ci, vous les connaissez peut-être de nom à travers des reportages télé. Vous ne les avez certainement jamais côtoyées, vous ne les avez jamais vues, j'allais dire. Je vous parle de ces femmes reporters qui alimentent nos journaux à la télévision togolaise ici. Nous avons voulu vous faire découvrir quelques-unes, ces femmes reporters qui montrent leur visage dans ce sujet de Marie. Reina Beta avec le commentaire de Dodo Ouari. Encore une de ces journées, pas du tout repos pour nos reporters. Depuis 6 heures ce matin,
Antoinette Romain-Ovovor et son équipe sont sur le pied de guerre. Le sujet du jour, un forum sur la protection du genre et de l'enfant. De son côté, le temps presse pour Marie-Ange Bida. Son reportage est également attendu pour le 13h. Généralement, quand on revient de reportage, on écrit le papier. Donc, après avoir écrit le papier, on le soumet au secrétaire de rédaction pour correction. Et puis, pour quelques apports, quand c'est fait, on tient compte de la correction. Soit on réécrit le papier, on va directement au montage. Au montage, on pose d'abord la voix. Et après avoir posé la voix, on monte au premier étage où se trouve le montage du journal télévisé. Et on monte. À l'instar des deux reporters, elles sont nombreuses, ces reporters femmes, à se grouiller nuit et jour pour nous informer. Le reportage, c'est sur la remise de matériel roulant, projet OACA. Je suis au montage pour monter le sujet et ça va passer au journal de 20h. Le terrain pour la collecte de l'info, le travail de rédaction, la mise en forme de l'information, le temps presse. Il faut vite monter son sujet. L'édition de 13h approche. Dans la cabine de montage, c'est une autre paire de manches. De journaliste, le reporter devient metteur en scène. Voix off, interview, ambiance, récit, il faut tout caler dans un laps de temps. 1 minute 30 maximum. Dire beaucoup en peu de mots. Donc je suis censée rester pour suivre mon sujet au journal de 20h avant de rentrer. À l'heure de l'info, le sujet est diffusé. Soulagement, mission accomplie pour le reporter qui vient là de boucler une journée bien remplie. Alerte contre Covid-19. À ce jour, on note un nombre très important de malades souffrant de la Covid-19, un nombre de décès élevé. Le gouvernement on appelle à la responsabilité de tous. Évitons les lieux de rassemblement. Respectons les mesures barrières. Portez correctement son masque. Se nettoyer les mains avec de l'eau et du savon. Et surtout, faisons-nous vacciner. Vous l'avez compris, autre sujet de ce journal, le coronavirus. Il est toujours dans la cité avec ses nouveaux variants, des mutations qui rendent le virus plus contagieux et plus inquiétant. Et pour sauver les patients, la coordination des professionnels du secteur de la santé requiert une forte et constante collaboration. Au CHR Lomé Commune, centre dédié aux malades du Covid-19, l'exercice est au quotidien. Comment se déroule-t-il? Yatar Hatem, précision. CHR Lomé Commune, il est 8 heures. Dans cette salle de la zone verte, le staff du personnel soignant est en réunion. Une zone verte accessible à tous, mais qui peut devenir rapidement une zone rouge dès qu'un malade est présent. La maladie Covid entraîne parfois une destruction du poumon, soit en détruisant le tissu pulmonaire lui-même ou en bouchant les vaisseaux du poumon. C'est ce que nous avons appelé embolie pulmonaire. Il y a sous vitamine C un comprimé par jour et puis du zinc aussi un comprimé par jour. L'exercice, présenter, discuter. Tous les dossiers des patients sont passés à la loupe, analysés, interprétés. Ici, c'est le QG de l'hôpital, où les décisions se prennent de façon collégiale, où on analyse cas par cas le problème de chaque malade pour qu'on puisse leur donner des thérapies ciblées cas par cas. Donc c'est la salle de staff où tous les matins, tout le personnel s'est réuni pour examiner les cas de la nuit, quel est le traitement qui a été fait, prendre des décisions sur les cas de la journée, planifier les admissions et aussi voir s'il y a des difficultés, comment de façon collégiale chacun apporte sa contribution à la résolution du problème du malade. À cette réunion, il y a un radiologue, il y a un pneumologue, il y a un infectiologue, il y a des médecins internistes, il y a des réanimateurs, il y a des infirmiers. Tout est dit. Chacun renvoyé à sa tâche du jour avec les nouvelles dispositions et les soins à apporter aux malades du coronavirus. Coordonner le travail des différents services, c'est important. La qualité des soins en dépend, la vie des patients encore plus. La pandémie est venue nous embêter, elle a chamboulé notre vie. La gravité de cette maladie nécessite une prise en charge psychologique des malades, du personnel soignant et même
de leurs familles proches. Le rôle crucial des psychologues dans la lutte contre le Covid-19 au CHR Lomé Commune, c'est un dossier signé également par Yata Ratem. La santé mentale, un volet essentiel de la prise en charge des malades Covid. Familles, personnel soignant sont aussi concernés. Stress aigu, troubles liés au deuil ou encore des troubles dépressifs, malades, familles et personnel soignant sont au quotidien exposés. Au CHR Lomé Commune, dans la zone verte, l'unité de prise en charge fonctionne à plein régime. Pour les malades, la prise en charge se fait dès l'instant que le malade arrive à notre sein. Donc c'est une prise en charge systématique pour chaque patient qui arrive ici. L'objectif est déjà de rassurer cette personne et de lui permettre d'être en confiance au sein de la structure parce que la personne arrive déjà angoissée. Et donc, il va falloir la rassurer, l'aider à comprendre qu'ici, elle est là, je veux parler de la patiente ou du client, qu'il est là surtout pour des soins et que l'équipe ici est là pour l'aider à vite guérir de sa maladie. Depuis le début de cette pandémie, les professionnels de la santé sont en première ligne. L'angoisse en permanence. Il y a ce que nous appelons le syndrome d'épuisement, parce qu'à un moment donné, le personnel n'en peut plus, n'a plus la capacité. Voilà, même avec le bon vouloir, leur bon vouloir, ils peuvent ne plus être efficaces par rapport à cette activité. Et donc, ce suivi-là, psychologique du personnel soignant est très capital pour qu'ils puissent se remettre et continuer par faire ce travail noble qu'ils font tous les jours aux côtés des personnes infectées. Comment elle se fait? Habituellement, c'est au cours des entretiens individuels. Voilà, on reçoit nos personnels individuellement. On fait ce que nous appelons du débriefing, qui permet à un groupe de personnes de pouvoir parler du vécu habituel pour pouvoir se soulager, se soutenir dans ce moment de difficulté. Présente également dans la cellule de prise en charge, les familles. Non seulement on fait la prise en charge des personnes infectées, mais aussi de l'entourage. Parce que l'entourage, la famille aussi, est stressée par rapport à l'état de santé des patients qui sont là. Parce qu'ils n'ont pas accès directement aux patients. Et donc, il faut les accompagner, il faut les suivre, il faut les rassurer. Et même ce qui se fait, c'est l'accompagnement des familles endeuillées pour pouvoir les aider à traverser ce deuil des personnes qui décèdent. Voilà. Et aussi les rassurer par rapport à l'état des malades, de leurs parents qui sont encore ici et pouvoir les soutenir même de loin pour qu'ils puissent retrouver la guérison. On le voit, l'unité de prise en charge psychologique au CHR Lomé Commune est incontournable dans la gestion de cette crise sanitaire. Un état de veille permanent avant, pendant et après la maladie. Alerte contre Covid-19. À ce jour, on note un nombre très important de malades souffrant de la Covid-19, un nombre de décès élevé. Le gouvernement en appelle à la responsabilité de tous. Évitons les lieux de rassemblement. Respectons les mesures barrières. Portez correctement son masque, se nettoyer les mains avec de l'eau et du savon. Et surtout, faisons-nous vacciner. Cette maladie n'est pas prête à nous lâcher. Tout dépendra de nous, de notre comportement, c'est-à-dire de notre volonté à respecter scrupuleusement les mesures barrières éditées par le gouvernement. Et ceci dit, la situation de la pandémie au Togo se présente comme suit. À ce jour, dimanche 8 août 2021, le nombre de cas confirmés est de 16 874, 146 nouveaux cas. Depuis hier, le nombre de personnes guéries est de 14 872, 15 nouveaux guéris. Depuis hier, le nombre de cas actifs est de 1843, le nombre de décès malheureusement de 159, 2 nouveaux décès depuis hier chez des personnes non vaccinées et porteuses de comorbidité. Des chiffres rendus publics par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Miji-Yawa. Démarrer sur les chapeaux de roue, les travaux d'aménagement de la nationale numéro 5 Lomé-Palimé connaissent un ralentissement. Le chantier n'avance plus à la vitesse voulue par les usagers, comme ce fut le cas sur le lot numéro 1. Les usagers souhaitent
une fin rapide des travaux afin de vaquer librement à leurs occupations. Mais qu'est-ce qui justifie ce plomb dans l'aile? Suivez ce reportage de Chazimna Baga. Démarrés sur les chapeaux de roue, les travaux d'aménagement de la route nationale numéro 5 Lomé-Palimé ont permis d'avoir en moins d'un an ce chef-d'œuvre sur les 15 premiers kilomètres, le tronçon Todman-Zanguera. Cette prouesse hautement appréciée par les usagers et les riverains a fait place depuis quelques semaines à un ralentissement. Raison évoquée, l'occupation de l'emprise de la voie par les habitations, les boutiques et les sociétés. Le besoin en emprise est de 70 mètres. Et la route même, avec ses dépendances et l'espace riverain, avait besoin de 70 mètres aussi. Les bâtis étant déjà impactés par ces emprises, ont impacté sur l'avancement des travaux, dont une autre structure devait s'occuper de l'identification, l'évaluation et l'indemnisation de ces bâtis-là. C'est ça qui a fait le ralentissement. Si certains ouvrages sont déjà cassés, d'autres sont en cours de démolition. Ceux qui ne sont pas encore dédommagés espèrent voir leur cas traité rapidement afin de libérer l'emprise de la voie. C'est chez nous, ici et ici. Là. Nous entendons seulement ceux qui cassent et ils vont payer, ils vont casser, c'est fini. Pour l'indemnisation et la libération de l'emprise, les processus sont en cours. Il y a certains qui ont été indemnisés avec un délai de quitter l'endroit. Il y a d'autres aussi qui attendent l'actualisation des documents pour pouvoir transmettre ça à la promesse. D'autres difficultés majeures entravent également le bon déroulement des travaux. Ici, il est pointé du doigt les installations électriques et les réseaux de téléphonie. Il faut d'abord enlever les bâtis pour pouvoir déplacer les réseaux. Bon, tant que ces procédures ne sont pas arrivées à terme, l'entreprise ne peut pas avancer en travaux d'assainissement surtout. Le taux d'exécution des travaux à date est à 47,49%. Mais par rapport au planning d'exécution déjà établi par l'entreprise, ils sont à 45,79%. Ça veut dire qu'ils sont en avance par rapport à leur planning. Le vœu des riverains et des usagers, c'est de voir les travaux retrouver leur vitesse de croisière. Avant, on fait des accidents, maintenant, non, il n'y en a pas ça. J'apprécie beaucoup. Les travaux en 2x2 voies se poursuivent sur le lot numéro 2, le tronçon Zanguera-Nuepe, long de 8 km. Le rythme soutenu sur cette portion témoigne de l'engagement de l'entreprise Ebomaf, soucieuse de finir le chantier dans le délai des 36 mois contractés pour l'aménagement de la route Lomé-Palimé, longue de 120 km pour un coût de 214 milliards de francs CFA. L'actualité hors du Togo. En RDC, au moins 15 personnes ont été tuées jeudi et vendredi dans 2 attaques attribuées aux rebelles des forces démocratiques alliées. Plusieurs personnes sont par ailleurs portées disparues. Des maisons ont été incendiées, des boutiques pillées. Suivez ce reportage de nos confrères de TV5 Monde. Fuir, tant que c'est encore possible, au risque de finir comme cette mère de famille. Dans la localité de Béni, au moins 15 personnes ont été massacrées dans 2 attaques attribuées aux rebelles ougandais ADF. Armes à feu, coups de hache, incendies, les stigmates des violences sont partout et témoignent de l'enfer vécu par ces villageois. Mon grand frère, mon beau-fils et des amis ont été tués. Et il y a d'autres proches dont on est sans nouvelles. Il ne nous reste que les vêtements qu'on portait. Tout le reste a brûlé avec nos maisons. Nous espérions beaucoup l'état de siège. On pensait que les choses pourraient changer. Mais en fait, on continue à souffrir. Ici, les années passent et les tueries continuent. Mais depuis le 6 mai dernier, la région est officiellement en état de siège. L'installation du gouverneur militaire du Nord Kivu à Béni n'a rien changé. Sur place, les défenseurs des droits de l'homme dénoncent des exactions au nez et à la barbe des autorités militaires. Dans l'intervalle de 2 semaines, nous documentons
70 civils qui ont été massacrés par ces djihadistes en territoire de Béni et d'Iroum. En l'espace de 2 semaines, 24 hauts gradés ont été arrêtés pour détournement des fonds alloués aux opérations militaires dans les provinces placées en état de siège. Autre image marquante de ces dernières heures, le ciel de feu en Grèce, toujours en proie aux flammes, notamment le nord d'Athènes. La Grèce lutte contre un incendie monstre. Malgré les efforts sans relâche des soldats du feu, des milliers d'hectares de forêt sont brûlés au 12e jour de cet été cauchemardesque. Dans la nuit de l'île de Bé, les flammes semblent encore plus menaçantes. Des maisons cernées par l'incendie, des habitants impuissants. Face à ce brasier incontrôlable, une seule solution, évacuer le plus vite possible sur ce ferry affrété spécialement. Le mur de feu semble encercler le navire. Villageois et touristes sont partis à la hâte, sans savoir quand ils pourront revenir. Aucun répit depuis 11 jours. Dans tout le pays, une centaine d'incendies dévorent les maisons nichées dans les pinèdes. Dans la localité de Dionysos, élus et secours sont dépassés. On a évacué, il n'y a plus personne. Mais le problème, c'est que le feu est entré dans le village par en bas et les flammes brûlent des maisons. Les 1450 pompiers grecs manquent de moyens. Ils ont reçu des renforts extérieurs, notamment celui des pompiers de Marseille, qui luttent ici contre l'incendie à la lisière du village. Mais ils sautent et ils se propagent vite d'un endroit à l'autre. Et donc là, on avait un petit cabanon qui a pris le feu. On essaie de couper le feu pour éviter qu'il remonte vers le reste du village. Dans sa maison ravagée partiellement par les flammes, cette habitante est encore hantée par les scènes de panique qui ont secoué son village. On a perdu les chambres de nos enfants, nos affaires personnelles, nos sacs. Et tout ça, je n'arrive pas à l'oublier. Je vois encore les images. Des dizaines de villages en cendres. Et pour les secouristes, comme ces hommes de la sécurité civile venus de Brignoles, une priorité, empêcher à tout prix tout nouveau départ de feu dans les débris encore fumants. Ce n'est pas que la Grèce, la Turquie aussi continue de brûler. Au Togo, après 5 jours, la 5e édition de la Semaine nationale du cinéma togolais est close. Ce fut une occasion pour les cinéphiles de découvrir quelques films togolais. Les œuvres sélectionnées pour le CLAP Ivoire en septembre sont primées. Les cinéastes ont apprécié l'événement. Vous allez les entendre. Le 7e art a sûrement de beaux jours devant lui. Solange Amandé et Dodo Waré. L'assaut des vagues. Ménézé. 2 productions cinématographiques retenues et primées pour représenter le Togo au Festival international CLAP Ivoire à Abidjan. Des courts-métrages qui ont impressionné plus d'un à la Semaine nationale du cinéma togolais. La côte qu'on connaissait à certains endroits n'est plus pareille. La mer a tellement avancé, mais elle a tellement avancé vite, rapidement, et que les résidents, les riverains reculaient. Elles sont inaptes, incapables. Elles sont désarmées face à ce que nous appelons l'assaut des vagues. La nuit, quand elles dorment, elles doivent dormir les yeux ouverts pour ne pas être surpris par les vagues. La mer est devenue menaçante, très violente. Il urge de montrer cette situation-là. Et c'est ce que nous avons fait. On est très éloigné de nos traditions, donc je me suis dit pourquoi ne pas nous rapprocher un peu de la tradition pour retrouver nos bases, pour retrouver nos premiers pas, histoire de montrer au monde aussi ce qu'on a comme patrimoine culturel. La pertinence, le contenu, la qualité des images, tout un délice pour convaincre et faire vivre le 7e art. Des productions qui ont su séduire le jury. Nous sommes basés sur les normes qui sont internationales, sur les qualités techniques et artistiques du film. Donc tout ce qui est de la direction de la photographie, de l'image, du son, tout ce qui est de la mise en scène, des décors, des costumes, tout ceci est pris en compte concernant la fiction.
Et même au niveau de la post-production, comment le mixage, les effets spéciaux, tout ceci est pris en compte. Et concernant le documentaire, nous avons surtout regardé l'originalité de la conduite du sujet, parce qu'un documentaire aussi a ses codes. Et quand vous voyez le sujet qui a été primé, c'est un sujet qui touche vraiment toute la sous-région. Le jury étant habitué à faire ce genre de travail, ça a été assez facile. La 5e édition de la Semaine du cinéma togolais a tenu toutes ses promesses avec à la clé des distinctions décernées aux meilleurs acteurs, réalisateurs, producteurs, dont la qualité des scénarios ne laisse pas indifférent. Toutes les activités prescrites sont réalisées et nous en sommes très fiers. 51 films ont été projetés depuis le démarrage. Nous avons sélectionné aujourd'hui 2 représentants qui vont représenter le Togo le 6 septembre à Abidjan. Le cinéma togolais a de beaux jours devant lui. Plus rien ne peut ralentir ce 7e art. Tant de beauté, de vie, d'émotion et de travail acharné. Les rideaux se referment donc sur cette 5e édition. Regard tourné vers la 6e. À présent, cette image inédite pour finir. Lionel Messi et le Barça, c'est fini. Vous le savez, en larmes ce dimanche, la star argentine du football mondial a fait ses adieux au club catalan. Lors de sa conférence de presse, il a indiqué n'avoir jamais imaginé quitter le club. Après 21 ans de vie commune, le sextuple Ballon d'Or a par ailleurs affirmé que poursuivre sa carrière au PSG était une possibilité, mais que rien n'était signé. Voilà, c'est sur ces images que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur l'activité. La première et gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous.